Bonjour à tout le monde, bienvenue au Café Santé. Aujourd'hui, on tourne le 10e épisode, donc merci d'être là depuis le début. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui Gaël Gasquet, qui est spécialiste en stress oxydatif. Ce sera le sujet du jour. Gaël, est-ce que tu pourrais déjà te présenter, expliquer un peu ton background, parce qu'il est très intéressant, et puis après on ira sur le sujet du stress. Ouais. Alors bonjour, moi je m'appelle donc Gaël Gasquet. Comme tu disais, je suis infirmière de formation de base. Et donc j'ai eu un parcours pendant 15 ans surtout aux urgences. J'ai fait pas mal de SMUR et puis par la suite donc, j'ai travaillé aux urgences du CHUV. Pendant 8 ans, donc avec des rythmes jour, nuit, pas mal de stress aigu, dans un contexte, je dirais, de stress un peu chronique comme ça. Donc, c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu. Et puis, en 2017, je me suis lancée dans une formation de naturopathe à Lausanne. Et puis, là, actuellement, donc j'ai terminé une formation de micronutrition, justement pour compléter le tout. Et aussi, je m'intéresse beaucoup à la médecine fonctionnelle. Donc, le stress oxydant du point de vue micronutrition et médecine fonctionnelle. Ouais, donc tu as vraiment les deux aspects. Tu as expérimenté le stress, maintenant tu le traites plutôt au cabinet. Oui. Déjà, est-ce qu'on définirait le stress oxydatif en lui-même et puis quel rôle il a pour notre corps en fait? Alors, le stress oxydatif, c'est un équilibre justement entre ce qu'on va produire comme radicaux libres secondaires au stress et nos moyens naturels, je dirais, de pouvoir recycler ces radicaux libres et puis les éliminer. C'est vraiment justement cet équilibre à trouver pour pouvoir justement éviter ces surcharges de radicaux libres qui sont délétères pour notre organisme. Donc un radical libre, c'est un élément qui est assez instable et qui va justement, c'est un atome à qui il va manquer un électron et il va chercher en fait d'autres électrons pour pouvoir justement s'équilibrer. Et c'est dans ce processus-là en fait qu'il devient délétère. Ouais. Donc on va piquer des électrons aux bonnes cellules. Ouais, exactement, pour les déstabiliser au final. Et ça fait une chaîne de déstabilisation qui peut, par exemple, endommager l'ADN et favoriser l'expression de certains gènes. Et de pas causer des maladies sur le long terme. Du coup, c'est ça. Et pour contrer ça, on a tout un ratio antioxydants radicaux libres. Ouais. Est-ce qu'on parlerait peut-être un peu des antioxydants, comment on équilibre les réactions, comment on évite d'aller trop loin aussi? Alors, c'est ça. C'est que, déjà, pour repérer ce stress oxydant, déjà, il y a différentes choses. Dans mon travail de recherche, donc, sur le stress, justement, donc, j'avais mis en évidence les 3 phases de stress selon Seil. La première phase, du coup, qui est plutôt la phase de lutte ou fuite, au secours. Le fight or flight. Ouais, c'est ça, exactement. Puis par la suite, je me suis beaucoup plus intéressée à la phase 2, donc du stress. Et puis, c'est justement dans cette phase 2, où sur le plan biologique, on va générer beaucoup, en fait, plus de radicaux libres. Parce qu'on va avoir une surproduction de cortisol. Et puis, justement, on va avoir cette impression d'être un peu tout puissant, d'être capable de faire plein de choses, et puis sans être obligé de s'arrêter, en fait. Ouais, donc ce sentiment, comme on discutait tout à l'heure, le sentiment d'être inarrêtable, en fait, c'est ça. Un premier signal c'est ça, exactement. Négatif, en fait. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'après, je vais en venir justement à comment on peut soutenir, en fait, nos systèmes endogènes. Et donc, du coup, par rapport à cette phase de stress, donc 2, on parlera peut-être plus tard, du coup, des conséquences, justement, au niveau psycho et social, justement pour
prévenir, le but c'est ça, c'est prévenir cette fameuse phase 3 qui correspond à un épuisement pour lequel justement les conséquences psycho et sociales sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus longues à traiter et ont des impacts dans une vie qui sont beaucoup plus globaux des impacts. Bah là, on parle de surtout la production de ces radicaux libres. Oui. Toi, tu me parlais de la peau du poulet. Ça peut être des facteurs endogènes, donc des stress psychologiques. C'est ça. Enfin, c'est multifactoriel. C'est multifactoriel. On disait souvent. Exactement. Et des fois, c'est pas évident de l'identifier. Vraiment. Non, c'est ça. C'est que effectivement, c'est multifactoriel. Donc, il y a des facteurs de stress donc exogènes, donc qui viennent de l'extérieur, comme par exemple, en lien avec l'hygiène de vie. Par exemple, fumer, typiquement, voilà, génère énormément de radicaux libres. L'exposition au soleil. Alors, c'est toujours pareil, hein, c'est une exposition au soleil quand on fait la planche sur la plage. C'est pas conseillé, disons. Non, voilà, c'est ça, c'est pas conseillé. Par contre, il faut quand même un minimum d'exposition pour justement assimiler la vitamine D, par exemple. C'est indispensable. Ça peut être une alimentation déséquilibrée, clairement. Donc, c'est-à-dire une alimentation dans laquelle il y a une carence d'antioxydants. Ouais. C'est pas toujours facile de les retrouver non plus dans notre alimentation moderne. Ça peut être justement cette molécule de Maillard qu'on retrouve dans la peau du poulet, typiquement, qui va générer donc des molécules qui s'appellent des AGE, et puis ces AGE vont fragiliser le collagène, donc ils vont aussi avoir donc un impact donc dans la production donc de radicaux libres, mais aussi sur le vieillissement. Étant donné que le collagène, on en a dans la peau, on en a dans nos cellules de façon globale, au niveau digestif, on en a un niveau aussi articulaire, et aussi et surtout au niveau des artères et des vaisseaux, ce qui fait que parfois, justement, les conséquences, elles font, en mangeant du poulet grillé, en fait, vont avoir des conséquences beaucoup plus importantes que celles qu'on peut s'imaginer. Ouais, en fait. Ouais, tout ce qui est bon n'est pas toujours bon pour nous, malheureusement. Ouais, c'est ça. C'est souvent le cas. Pourtant, effectivement, la peau du poulet, on se bat tous pour la manger. Mais disons que... Si on veut rester jeune, il faut éviter la peau du poulet. C'est ça. Disons que c'est un peu comme pour tout. Un peu, mais pas trop. Disons que si on a une hygiène de vie où on reste au soleil toute la journée, on se fait un barbecue, on rajoute un petit peu d'alcool par-dessus, on fume par-dessus, et puis on reste à faire la planche, entre guillemets. En fait, on ne va pas se donner toutes les chances de pouvoir éliminer justement ces radicaux libres. Ouais, c'est pour ça peut-être que les gens qui vont beaucoup au soleil, ils ont des fois une peau qui a l'air plus vieille que les autres. C'est ça. Donc effectivement, c'est pas forcément bien. Oui, tout à fait. C'est un équilibre. L'excès de sport, c'est la même chose. L'excès de sport, en fait, c'est-à-dire que nos systèmes d'épuration des radicaux libres, en fait, est complètement dépassé. Donc à ce moment-là, justement, on est dans un stress oxydatif. Les xénobiotiques aussi, typiquement les pesticides. On retrouve beaucoup, je pense, aussi sur tout ce qui est légumes, fruits. Et oui, c'est ça. On retrouve quand même pas mal. Sont aussi une source, en fait, de pollution. Et donc aussi de radicaux libres à éliminer. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qu'on peut, sans le faire exprès, je dirais, sans être conscient, manger tous les jours, en fait. Donc ça demande vraiment tout un travail à l'organisme pour éliminer ça. Ouais, un travail, puis aussi un travail pour avoir un mode de vie sain, on va dire. C'est ça, c'est qu'il y a effectivement faire attention à ce qu'on mange. Je dirais que ça peut être assez compliqué. Il y a tellement de facteurs comme l'éducation de ce qu'on a mangé depuis tout petit à la maison, et puis après on se retrouve en tant qu'étudiant à se préparer les pâtes à la farine blanche, par exemple, parce que c'est simple, c'est pas cher, et puis c'est facile, quoi. Et puis après, plus on évolue et plus justement on essaie de diversifier un peu, je dirais, notre alimentation. Et puis après, ça dépend des parcours des uns des autres, de prendre conscience en fait aussi de ce qu'on mange. Et puis justement, il y en a qui font des démarches pour ça.
apporter un équilibre. Et puis, d'autres personnes pour qui, en même temps, justement, quand on a beaucoup de stress, c'est très difficile d'essayer d'apporter un changement supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y en a déjà tellement dans notre capacité d'adaptation qui sont déjà presque au maximal. Donc, demander de faire un changement alimentaire à ce moment-là, ça peut paraître quelque chose de très compliqué aussi. Donc, c'est pour ça que je dirais qu'en tout cas, moi, avec l'alimentation, qui est pourtant la base, je pense que c'est hyper important. Mais en fonction de où en est la personne, c'est pas quelque chose avec laquelle je vais lui mettre la pression d'entrée de jeu. Ouais, c'est peut-être petit à petit. Je sais pas comment tu rééquilibres l'assiette, toi, mais c'est ça, élément par élément. C'est ça, doucement. Exactement. Ouais. Surtout si on veut que ça dure aussi sur le long terme, parce que par expérience, si on renverse la table tout d'un coup, disons que ça peut tenir 1 mois, voire peut-être 2 mois, mais après, voilà, les anciennes habitudes peuvent revenir au galop, surtout si on est exposé à un stress de nouveau. Le changement, il est moins solide, je dirais. Ouais. Donc c'est pour pas ça. Durable dans le temps, on va Exactement. dire. Ouais. C'est pour ça que les régimes, c'est jamais bon. Exactement. Et que c'est plutôt une habitude à changer totalement. Qu'un régime ponctuel. Disons. Totalement. Moi, je pense pas que les régimes apportent quelque chose à part un stress, justement, de nouveau. Après, le stress, il en faut, hein. C'est indispensable. Justement, il nous pousse à aller vers le changement. Mais encore une fois, si on demande trop d'adaptation, à ce moment-là, il pourrait y avoir un bug. Et justement, ça ne tient pas sur le long terme. Ouais, il y a tout ce principe de loi de l'hormèse aussi. Si on laisse un organisme le temps de s'adapter, il peut s'adapter à tout type de stress. Exactement. Sauf que souvent, nous, on n'a pas le temps de s'adapter, en fait, c'est ça. Ou on demande trop d'un coup. On demande trop d'un coup, ce qui fait que notre organisme, au bout d'un moment, il bug, quoi. Il dit stop, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, on revient, je dirais, dans notre situation de confort, parce que justement, c'est plus simple pour nous, au final. Ouais, et puis souvent, le cerveau veut aller vers ça, en fait. Ouais. Ce qu'il connaît déjà, exactement. Ouais, parlons aussi un peu sur le long terme, le stress qui peut être chronique, qui peut être endogène, créé par une maladie chronique, typiquement. Ouais. En fait, qu'est-ce qu'on peut avoir comme signaux, comme maladie peut-être plus tard, neurodégénérative? Les premiers signaux, je pense peut-être des plaques de boutons sur la peau, du psoriasis, ces choses-là. Et puis après, plus loin, si on pousse trop. On parlait tout à l'heure de burn-out, on parlait aussi de cancer, de maladies cardiovasculaires. C'est ça. Ce sont les risques, en fait, secondaires à ce stress oxydatif, c'est justement de développer une maladie chronique. Après, voilà, c'est multifactoriel. C'est pas uniquement le stress qui peut générer justement le développement de ces maladies, mais ça y contribue. Et typiquement, une des maladies qui est un fléau, en ayant travaillé aux urgences, je me suis rendu compte, c'est toutes les maladies cardiovasculaires. On a énormément de maladies cardiovasculaires. Certains mécanismes du stress oxydatif, en fait, y participent, y contribuent, dans le sens où, justement, le LDL, donc, qui est une partie du cholestérol qui circule dans notre organisme, peut être oxydé, en lien donc du coup avec ce contact avec ces radicaux libres qui justement oxydent la molécule avec le contact de l'air. Donc c'est pour ça que ça s'appelle l'oxydation. Oui, c'est comme la rouille. Hein. Exactement. Comme on rouille la rouille en fait. Du métal en fait. Ouais. Exactement, on rouille en fait. C'est exactement ça. Donc du coup, quand ce LDL est oxydé, en fait, ça peut être justement à l'origine des plaques d'athérome. Donc il y a cette partie-là, et puis une autre origine, justement aussi de ces plaques d'athérome, et puis aussi de ces rigidifications, je dirais, des artères, qui fait que justement, quand il y a une plaque d'athérome sur une artère rigide, ça peut être aussi secondaire à l'hypertension, qui peut être aussi un effet secondaire du stress. Justement, ça peut être de nouveau, comme je disais tout à l'heure, ces molécules de Maillard avec cet AGE qui fait que justement ça fragilise le collagène et donc du coup ces artères. Et donc c'est de nouveau un facteur de risque supplémentaire de créer une maladie cardiovasculaire. Ouais, puis on a tout ce mécanisme de vieillissement aussi dont on parlait, qui est lié à ce collagène.
retard de cicatrisation, vieillissement prématuré, ça peut être aussi justement avec le cortisol qui est assez élevé, surtout en phase 2, parce que le cortisol a des conséquences aussi sur la glycémie, il fait augmenter le sucre naturellement. D'autant plus, donc si on est en stress chronique, si on rajoute un stress aigu, donc c'est-à-dire physiologiquement sans manger quelque chose de sucré, avec l'adrénaline, on va justement favoriser aussi la production de sucre. Donc ce qui fait que l'un et l'autre, au final, on va se retrouver en hyperglycémie alors qu'en fait, on n'a rien mangé. Et donc, c'est justement sur le long terme que ça crée un vieillissement prématuré. Ce qui peut aussi créer un vieillissement prématuré, justement, cette surcharge de radicaux libres. Et je dirais, là, je vais faire le lien avec le manque de sommeil. Parce que justement, quand on dort, on produit de la mélatonine. Et puis la mélatonine est un chouette antioxydant. C'est la nuit, en fait, qu'on se régénère. Et donc, si justement on ne dort pas parce qu'on a trop de cortisol, à ce moment-là, on élimine un moyen supplémentaire, en fait, finalement, d'équilibrer cette oxydation. Donc le sommeil, c'est un paramètre qui est vraiment très important. À fond. Et du coup, ça participe aussi au vieillissement prématuré parce qu'il y a aussi, normalement, la nuit, c'est là qu'on fabrique l'hormone de croissance qui est justement notre garantie jeunesse, entre guillemets. Ouais, exactement. On se régénère vraiment la nuit. C'est ça, exactement. Donc, c'est pour ça que, je vais parler de mon expérience, mais de travailler de nuit, en fait, c'est très compliqué en termes de justement vieillissement, production de mélatonine, rythme biologique, quoi. Ouais, de nuit et en plus dans le stress. C'est ça. C'était vraiment une situation, des situations stressantes, on va dire. Exactement. Et puis pour en revenir au sucre, justement, on a un risque de développer un diabète justement sur stress. Et puis le diabète, la problématique, c'est ça, c'est quand on a du sucre en permanence en fait circulant et qu'on a du stress par-dessus, on peut générer ce qu'on appelle un stress carbonyle. Donc là, on rouille pas, mais on se caramélise. Oui, tout à fait. Donc c'est un peu le même principe en fait justement que la molécule de Maillard et puis la fameuse peau du poulet grillé. C'est pour ça que c'est bon, ouais. Ouais, c'est ça. Sauf qu'en fait, ce stress carbonyle, c'est ça, c'est qu'on nos protéines avec le contact du sucre vont générer une surproduction d'insuline et puis vont devenir comme une sorte, entre guillemets, de caramel. Ouais, un ennemi. Exactement, tout à fait. Ça me fait le point de pivot, vu qu'on parle un peu d'alimentation. Il y a beaucoup d'aliments qui sont antioxydants. Alors, effectivement, il y a pas mal d'aliments qui sont antioxydants. Après, on peut les voir sous différents angles. Il y a pas mal de ressources. Justement pour soutenir les principes d'élimination de ces radicaux libres. Donc, il existe le SOD, qui est le superoxyde dismutase, qui est justement une enzyme qui favorise en fait l'élimination et le recyclage de ces radicaux libres. Mais pour qu'il fonctionne au taquet, il faut qu'il ait assez de cofacteurs. C'est-à-dire que cofacteur, c'est justement ce qui va l'aider et le soutenir dans son fonctionnement optimal. Ouais, tout à fait. Donc, il faut du cuivre et du zinc. Donc, le cuivre et le zinc, on le retrouve dans pas mal d'alimentations. Je peux vous donner une petite liste comme ça, mais disons que c'est surtout dans les... Peut-être des grandes familles, je ne sais pas si on peut dire légumes, verts ou autres. Cuivre, zinc, c'est plutôt justement dans les protéines animales quand même, en règle générale. Ouais. Typiquement, alors, le cuivre, ça va peut-être pas vous faire rêver, mais du foie de veau. Le foie de veau, c'est peut-être pas l'aliment le plus sexy, mais il y a vraiment de tout ce qu'il faut dans le foie de veau. Y compris la B9, la B12, vraiment des vitamines intéressantes. Alors, c'est pas forcément très intéressant sur le plan stress, la B9 et la B12, mais par contre, au niveau cardiovasculaire, effectivement, il faut qu'on ait assez de B9 et de B12 pour pouvoir soutenir un maximum donc l'homocystéine, qui est encore un autre principe, justement, de prévention de maladies cardiovasculaires. Ouais. Donc, voilà, le foie de veau.
Pour ceux qui aiment. Oui, c'est ça. C'est vrai, les abats, on a moins l'habitude de Ouais. les consommer, mais c'est quand même des super aliments, quoi. Oui. C'est plein de nutriments. Oui, c'est hyper. Alors clairement, c'est hyper riche en plein de nutriments. Après, encore une fois, le foie de veau, faut se méfier justement de comment est-ce qu'il a été produit, d'où il vient. Ouais, c'est des bêtes nourries C'est ça. Le risque, aux c'est qu'en farines fait, de maïs ou autres. Ouais. aux antibiotiques, en Ouais, fait. aux antibiotiques. C'est Ouais. ça. Le risque, c'est ça, c'est que le foie, c'est notre système d'épuration à nous. Les animaux, c'est la même chose. Donc, si l'animal a été hyper exposé à plein de polluants X ou Y, du coup, on risque de le retrouver dans le foie. Donc, On va les ingérer, nous, à notre tour, directement. c'est ça. Ouais. Donc, pour moi, l'idéal, si vous connaissez un petit boucher du coin, sympa, qui connaît bien justement ses produits, qui connaît les producteurs, voilà, Qu'il y a des allez-y, bêtes quoi. qui pâturent en montagne. Ouais, Et ouais. voilà, C'est quand même exactement. l'idéal. Ouais. Oui, tout à fait, clairement. Alors, les huîtres, après, c'est hyper riche, justement, en cuivre et puis en zinc. Après, les huîtres, voilà, il y a des saisons. Mhm. Puis, on n'en trouve pas forcément ici. Les moules aussi, c'est intéressant. Par contre, une autre chose qui est intéressante et puis qu'on peut retrouver facilement, c'est le sarrasin. Oui. D'autant plus que, voilà, il y a pas de gluten. Après, moi, je ne suis pas forcément contre ou pour ou contre le gluten. Je pense juste que le gluten, il y a une façon de le travailler. Et plus il est travaillé, plus justement on le digère facilement. Oui. Donc pour ça, le sarrasin, c'est génial. Le riz rouge, le chou frisé. Alors chou frisé justement, c'est la bonne saison. Mhm. Le quinoa, le crabe, les sardines, les champignons, le riz complet, les artichauts, le canard, salade, enfin un peu en vrac comme ça. Avocat, saumon, patates douces, petits pois, poulet. Enfin, voilà, vous avez chou rave, potiron, raisin noir d'Inde, framboise, cabillaud, fromage de chèvre, dans les œufs, dans le thon. Vous en trouvez partout. Donc, c'est hyper rare qu'il y ait une carence en cuivre. Ouais. Donc, ça, c'est OK. Pour Il le y a zinc... beaucoup aussi d'éléments du régime méditerranéen, j'ai l'impression. Ouais, Qui est assez en vogue en ce moment, mais... Ouais, c'est ça. On retrouve en fait pas mal aussi de fruits de mer et puis de Mhm. poissons aussi riches en oméga 3, typiquement les sardines. Oui. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant. Pour autant que c'est justement. pas de l'élevage Ouais, à la farine de maïs et oméga 6, quoi. c'est ça. Encore une fois, exactement, tout à Mm. fait. Tout dépend effectivement du parcours de vie, je dirais, Ouais. de l'animal, qui est important. Et puis, c'est pas toujours facile non plus de savoir quel est son parcours de vie, justement. Ouais, parce que des fois on se dit « Ah, mais je mange du poisson, c'est bien, Ouais. je vais avoir des bons oméga. » Puis en fait, si on prend en compte tout le processus C'est ça. d'élevage, en fait, c'est pas forcément si bien que ça. Ça peut C'est ça. pousser l'inflammation même. Exactement. Typiquement, le saumon. Le saumon fumé. Alors, justement, le processus de fumaison. Je Mhm. sais pas si Oui, je crois que ça se dit. C'est Ouais. ça, fumaison. Ouais. Justement, ça contient des oxydants. C'est oxydant, en fait. Le fait de fumer un aliment, Ouais. la fumigation, en fait, justement, est oxydante. Mais après, voilà, on ne peut pas, comment dire, non plus se protéger de tout tout le temps. Je pense que c'est juste une question d'équilibre. Une fois de temps en temps, en fait, c'est OK. Parce que justement, ça contient des oméga 3 qui sont aussi importants. Ouais, le but, c'est d'avoir une tendance de fond, je dirais, sur le 80%, Ouais. de faire juste, quoi. Ouais, Puis après, exactement. Après, voilà. Le saumon, l'idéal, ça serait quand même qu'il y ait du saumon sauvage, justement pour éviter l'élevage et puis tout ce qui leur donne à manger. Des mers du Nord, froides. Donc là aussi, parce que justement, il y a tous les nutriments nécessaires. Et puis, par exemple, en Écosse, c'est une des mers. En tout cas, il y a peut-être d'autres études qui sont sorties depuis, mais récemment... C'est la plus propre. on va Ouais, dire, c'est ça, exactement. Et on en trouve assez régulièrement quand même dans nos rayons, justement, ces poissons qui viennent des mers du Nord d'Écosse. Mhm. Et puis le surgelé, là, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est bien parce que du coup, on fige les molécules rapidement? C'est ça. Pour moi, le surgelé, c'est pas le plus mauvais. Mhm. Je dirais que ce qui est peut-être problématique, c'est la méthode qu'on utilise pour le dégeler, en fait. Parce donc que trop rapide ou trop c'est lente. ça. Ouais. Trop lente, en fait, va générer en fait une libération d'histamine.
Oui, oui. dans l'aliment. Donc, il va devenir finalement inflammatoire. S'il est hyper riche en histamine, donc il faudrait, dans l'idéal, ne pas le laisser toute la journée dans le frigo, décongeler, puis le cuisiner le soir. Ça, L'idéal, c'est trop long, ouais, ce serait trop long. exactement, tout à fait. Et puis après, en tout cas, j'ai pas de notion dans le trop rapide de décongélation, mais c'est surtout dans le trop long. Ouais. Donc du coup, si vous le décongelez au bain-marie ou même à la vapeur, ça joue aussi. Ouais. Quelque chose de... alors peut-être pas forcément en contact avec l'eau, mais en tout cas une décongélation rapide dans ce principe est intéressante. D'accord. Donc ça, c'était pour l'alimentation. Enfin, on a fait une petite parenthèse parce que c'est très, très complexe et complet. C'est ça. C'est-à-dire que, effectivement, donc on parlait de ces cofacteurs pour le fameux SOD, donc le superoxyde dismutase. Super-héros, comme disait Adrien Saraflé. Et puis, un autre élément qui est important aussi pour justement éliminer ces radicaux libres, c'est le glutathion peroxydase. Ouais. Donc lui, par contre, le glutathion peroxydase, il a besoin de sélénium. Ça, par contre, c'est quelque chose, on aurait tendance à en manquer chez nous, le sélénium. Mais il faut être très prudent parce qu'on ne peut pas se complémenter comme ça avec le sélénium. Parce que justement, on risque en fait un surdosage qui s'appelle la sélénose. Et puis, c'est pas non plus désirable. Non, disons. c'est ça, exactement. Notre job, c'est vraiment d'essayer de trouver l'équilibre dans toutes les situations. Donc, voilà, encore une fois, même dans les compléments alimentaires, je pense que c'est important de trouver l'équilibre pour soutenir, mais sans créer d'autres problèmes, quoi. Ouais, justement, dans les compléments, on entend souvent les antioxydants. Il y en a plein de sortes. Ouais. Toi, ton avis là-dessus, c'est plutôt de travailler sur base d'analyse. Alors, oui, je pense que c'est très justement, important. Ouais. Pour certains, typiquement le sélénium, le zinc aussi, je pense que c'est important aussi de le doser pour savoir exactement ce qu'on peut donner ou pas. Après, il y a certaines vitamines qui se dosent. Parce que par exemple, des bêta-carotènes beaucoup trop élevés, en fait, peuvent justement générer un risque de cancer du poumon. Ouais. Donc ça aussi, on ne peut pas se permettre en fait d'avoir ce genre justement de conséquences. Après, voilà, c'est encore une fois un problème aussi de métabolisme, aussi après de comprendre pourquoi justement ce bêta-carotène n'arrive pas à se métaboliser et puis pourquoi est-ce qu'il s'accumule dans l'organisme, enfin, puisque finalement tout est dans tout. Ça peut être justement un problème thyroïdien qui fait que justement on a beaucoup trop de bêta-carotène. Ça peut être le foie qui justement sature et puis il a trop il a trop de travail, donc il n'arrive pas non plus à métaboliser. Il n'arrive pas à suivre, ouais. Exactement. Donc du coup, je dirais que c'est la vitamine E aussi, typiquement. C'est pas quelque chose qu'on peut donner à haute dose. Faut être prudent. La vitamine A aussi. Il y a que la vitamine C où je pense pas que ça vaut la peine de doser. Après, ben voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est hyper compliqué de vraiment trouver toute la vitamine C dont on aurait besoin dans l'alimentation, parce que l'alimentation aujourd'hui, justement, ben, il faudrait qu'elle soit au soleil, que justement ils puissent développer leurs antioxydants, et puis parfois... elle s'appauvrit aussi avec l'agriculture intensive et toutes ces choses-là. Ouais. Et puis, typiquement, pendant le transport, le temps entre le moment où il est récolté et puis le moment où il arrive chez nous, parfois, il s'est écoulé pas mal de laps de temps. Ce qui fait que pour que ce soit pas périssable, du coup, il les cueille pas forcément mûrs. Enfin, bon, il y a tout un tas de processus qui fait que parfois, on est obligé de se complémenter, clairement. Et puis, pour en revenir à la vitamine C, moi, je mettrais juste un petit warning comme ça, c'est que elle doit s'éliminer par les reins. Et puis, si elle est beaucoup trop dosée, en fait, il y a un risque de calcul rénal. Donc, voilà, juste avoir conscience de ça, que quand on se complémente en vitamine C, il faut avoir une hydratation correcte. Les VNR préconisent maximum 750 mg par jour. Oui, c'est ça. Après, ça dépend pourquoi on la donne, quel type d'indication. Typiquement, si c'est une carence en fer,
et que justement on se complète en fer, le fer étant oxydant. Et à ce moment-là, ça dépend aussi sur combien de temps justement on se complémente en fer. Mais effectivement, ça peut être intéressant de se compléter en vitamine C à ce moment-là. Et puis en plus, ça favorise l'absorption du fer. Donc en plus d'être antioxydant, il favorise l'absorption. Donc c'est tout bénef. Et puis effectivement, si c'est sur du long terme, à ce moment-là, moi je donne des plus petites posologies pour qu'il y ait justement une meilleure tolérance. Ou alors, ce que je fais, c'est que je le donne 5 jours par semaine. Ah ouais, ça et laisse puis une pause pour le week-end. Ouais, c'est ça. Comme ça, l'organisme a le temps en même temps de le métaboliser et puis de pouvoir l'éliminer, quoi. Ouais, étant donné que c'est très personnel, je pense, ce qu'il faut prendre, comment il faut s'alimenter. On parlait aussi de tous les facteurs. Donc, il y a aussi un côté génétique au stress qui peut être transmissible de génération en génération. C'est ça. C'est-à-dire que la perception du stress avec les conséquences émotionnelles est très, très personnelle. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on a reçu aussi comme éducation, de ce qu'on a vécu autour de soi, de nos propres expériences aussi qui vont laisser des traces, on ne va pas réagir tous de la même façon face à une situation. Une situation va être interprétée par une personne comme banale et puis par une autre personne comme complètement extraordinaire et puis générer une émotion incroyable et puis du coup toutes les neurohormones qui vont avec. Ouais, donc tout le côté anxiété aussi, c'est créateur de radicaux libres, on va dire. Oui, alors exactement. En fait, c'est un peu un espèce de cercle vicieux, l'anxiété, parce que l'anxiété aussi, ça peut être une conséquence du stress. Par exemple, quand on a fait plusieurs burn-out, en fait, ou même justement, on va être confronté à des situations qui habituellement sont OK, et puis là, on va avoir beaucoup moins de ressources pour justement faire face à cette situation, ce qui fait que justement, ça pourrait nous rendre anxieux. Et par anticipation, puisqu'on va justement anticiper ce genre de situation et du coup les éviter. Donc, ça devient... On se renferme un petit peu sur soi, donc ça peut générer aussi un isolement, une perte de confiance en soi, qui fait que justement, après, au niveau social, au niveau professionnel, c'est très difficile d'aller de l'avant et puis de s'épanouir. Ça prend beaucoup de temps. Et puis, le stress, là, je vais plutôt parler au niveau physiologique, peut justement avoir un impact au niveau digestif, créer une perméabilité au niveau de la barrière intestinale et laisser passer des toxines, les LBP, qui peuvent justement être à l'origine de dérèglements neuro-hormonaux et justement générer de l'anxiété. L'anxiété, ça peut être aussi quelque chose on peut être anxieux depuis toujours, en fait. Ouais, exactement, c'est héréditaire. Si on c'est peut ça. Dire. Ouais. C'est quelque chose qu'on va en fait s'imprégner et puis l'avoir en nous en lien en fait avec notre environnement. Ouais, ça fait partie de la personnalité de chacun. Et puis je pense qu'on est aussi dans un monde qui est plus stressant, plus anxiogène que peut-être à une époque. Surtout en ce moment. Alors après, c'est encore une fois par rapport à nous et nos références. Dans la société suisse, c'est vrai que je pense qu'on est dans une période un petit peu anxiogène en lien justement avec l'environnement et puis on ne sait pas trop justement ce réchauffement climatique, quelles sont les répercussions que ça peut avoir. Mais après, ça dépend des sensibilités des uns des autres aussi. Il y a des personnes qui vont être très sensibles à certains sujets et puis d'autres pas. Une chose qui est importante aussi, ça me fait penser dans le mécanisme du stress, en fait, c'est nos valeurs. Et justement, si nos valeurs sont heurtées, forcément, ça va générer un stress. Un stress émotionnel assez important, qui peut être de la colère, la peur, justement parce que nos valeurs sont heurtées, quoi. Ouais. Donc, c'est pour ça que l'échelle de valeurs qu'on a, qui est vraiment aussi propre à soi, elle est importante en tout cas, à conscientiser. Donc se connaître et puis Exactement. peut-être éviter certaines situations ou certains conflits.
Ouais, c'est ça, exactement. Ou alors apprendre à les gérer, entre guillemets, en se disant, justement, parfois, en étant dans l'analyse de la situation, comme ça, on sort un petit peu de l'émotionnel et de se dire, mais en fait, ah ouais, alors du coup, là, je suis en colère parce que, justement, il s'est passé ça. Et puis, en fait, ça me choque, quoi. Ouais, ouais, donc vraiment prendre du Euh, recul et puis ouais, analyser exactement. froidement. Analyser Ouais. la situation. Et puis, ça permet aussi, justement, après, de petit à petit prendre conscience, en fait, finalement, de comment on se comporte et pourquoi on se comporte comme ça à un moment donné. Et puis, finalement, après, de relativiser. C'est dire, une fois que c'est identifié, ok, en fait, ok, c'est ça. Bon, voilà. Du coup, finalement, c'est ok. Et puis, la prochaine fois, on fait en sorte qu'on soit un petit peu moins confronté à vraiment ce qui nous bouscule, quoi, ou ce qui nous tient à cœur. Mhm. Ouais, on parlait aussi tout à l'heure des objectifs trop utopiques qu'on peut des fois se Ouais, fixer puis qui nous créent du stress parce qu'on n'a pas atteint c'est un ça. certain palier à un moment donné. C'est ça. Donc ouais, ça aussi, faire attention à pas Enfin, prendre du temps pour soi, je pense que c'est important de C'est pas ça. toujours être dans la... C'est ça, c'est que parfois, dans la vie, voilà, on a des objectifs au niveau du job, on a des objectifs même parfois au niveau des loisirs. On a des objectifs en fait tout le temps pour tout, pour pouvoir avancer, aller de l'avant. Et puis au final, si on a des objectifs beaucoup trop élevés, à un moment donné, justement, on n'aura pas ce moment où on peut passer au travers de ce moment de se poser et justement de regarder la situation un petit peu de haut et de se dire, mais en fait, j'en suis où de mes objectifs, mais est-ce que ça, c'est réalisable? Est-ce que ça, je le fais tout de suite ou je peux le remettre à plus tard? Est-ce que, justement, à un moment donné, juste écouter son corps, Ouais, en ouais, fait, les signaux faibles et tout tout ça, ouais. simplement, c'est ça, de se dire, mais en fait, est-ce que j'ai besoin de me ressourcer ou justement, est-ce qu'il y a un trop-plein émotionnel qui fait qu'à un moment donné, on a besoin de se couper et puis de se rapprocher de la nature ou... Enfin, après, chacun ses ressources, mais je trouve que se retrouver dans la nature et s'isoler un peu justement dans un environnement tel que la montagne ou la mer, vraiment nous aide à refaire baisser cette pression et puis avoir parfois un peu plus clair parce qu'on peut aussi se perdre dans tous ces objectifs et puis dans tout ce que la Ouais, puis société après, nous ça crée propose. de l'anxiété parce que je sais plus où j'en suis, je sais pas ce que je dois Exactement. faire. Ouais, c'est pour ça que là, je pense planifier, prioriser, Ouais. Et puis, lister aussi, découper en sous-tâches et puis ouais, c'est se ça. fixer des objectifs qui sont réalisables, on va dire. Ouais, tout à fait. Des objectifs réalisables et puis vraiment, ouais, s'accorder des moments où juste prendre un peu de recul, lever la tête et se dire, voilà, revenir au présent. Bon, j'en suis où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai besoin en fait? Ouais, des fois, on veut tout le temps faire quelque chose, mais en fait, rien faire, c'est aussi nécessaire. Ouais, Enfin, ouais. oui, exactement. Rien faire ou je dis, après ça dépend, ouais, de certaines, je dirais, des besoins individuels, mais c'est ça, ou s'isoler, ou prendre un peu de recul, ou pourquoi pas une retraite, justement quand on a un petit trop-plein émotionnel, une retraite permet justement d'y voir un peu plus clair. Mais après, voilà, il faut supporter la solitude aussi, et ça, c'est pas non plus Ouais, c'est pas... à tout chacun le est monde. différent. Ouais. Chacun est différent. Mais ça veut dire que t'as vraiment des synergies avec des psychologues ou des gens qui traitent aussi le côté émotionnel, Moi, comme c'est multifactoriel. j'aime Ouais, bien travailler en réseau. Ouais, ouais. clairement. J'aime bien C'est travailler en réseau. indispensable, j'ai l'impression Oui, quand même. oui. Moi, je travaille beaucoup avec les médecins traitants. Et puis, effectivement, je délègue ou je recommande quand je pense que c'est nécessaire. Même parfois, psychiatre. Ouais. Ça m'est déjà arrivé aussi parfois. Souvent, c'est quand même avec l'aide du médecin traitant et qui est là pour ça aussi, pour pouvoir référer quand c'est nécessaire. Mais c'est clair que c'est multifactoriel. Donc, à mon avis, on fait un meilleur job si on travaille ensemble. Ouais, une vraie synergie parce que Ouais. ponctuellement, tu peux aider la personne à remonter Ouais. tous ces minéraux, ces choses qui sont peut-être épuisées avec Oui. les stress. Mais la cause en elle-même, je pense qu'elle se traite peut-être plus profondément parfois. Ouais. Et ça prend beaucoup plus de temps. Mhm. Donc, c'est ça.
C'est ça aussi. Je pense que pour éviter de replonger par la suite et vraiment se reconstruire quelque chose qui correspond, qui est plus proche à nous-mêmes, en fait, faut s'accorder du temps. Et c'est ça qui est pas facile non plus. C'est quand on veut avoir tout de suite. On veut aller vite, mais en même temps, c'est pas forcément bien. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça, régulièrement, lever la tête, regarder autour de soi où je suis. OK, où est-ce que je peux mettre les priorités? Quelles sont mes ressources aussi? Actuellement, est-ce que justement elles sont proches de zéro ou est-ce qu'elles sont à 25 000? Et justement, il faut se méfier des ressources à 25 000 parce que justement, on peut être dans cette phase de stress. Le cortisol exactement. ultra élevé, ouais. Exactement. Et puis là, voilà, ce qui est important dans ces moments-là, c'est de juste voir si on peut bien dormir, en fait. Le sommeil, quand on n'arrive pas à dormir, c'est justement, ça peut être en lien avec le cortisol. Il y a d'autres choses aussi, d'autres mécanismes, mais si le cortisol est trop élevé, à ce moment-là, on n'arrivera pas à produire la mélatonine et on aura des troubles du sommeil. Ouais, c'est peut-être la première chose à regarder, c'est est-ce que je dors bien ou pas, et puis si c'est pas le cas, pourquoi en fait? Ouais, c'est ça. Et du coup, ça peut être effectivement secondaire à une période de stress assez intense qui fait que on a un côté un peu, je dirais, vicieux de se dire je suis capable de soulever les montagnes, mais en fait... je m'épuise, réellement je m'épuise. Ouais. Exactement, tout à fait. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, aussi avec les métiers qui sont toujours plus exigeants, il faut aller plus vite, il faut aller plus vite. Être plus autonome, gérer toutes ces choses-là. Ça, et puis le fait aussi que... on fait des jobs qui n'ont pas forcément toujours, je dirais, le sens qu'on aimerait y mettre, en fait. Ouais, des fois, on n'a pas trouvé notre mission. C'est ça, en fait, je reparle encore des valeurs, mais en fait, c'est hyper important, justement, que le job qu'on fait corresponde à notre valeur, à nos valeurs éthiques, personnelles. Tout à fait, ouais. Bah, c'est ce qui permet d'aller aussi de l'avant et puis d'être motivé d'y aller, en fait. Et de se sentir à sa place. Ouais. Et de se dire, en fait, c'est OK. C'est cool ce que je fais. Ouais, ça fait du sens. Puis en fait, ça me génère pas un stress parce que c'est pas quelque chose qui est aligné avec mes valeurs. Ouais, exactement. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qu'on retrouve, mais dans, je dirais, l'épuisement professionnel. Ouais. Vraiment, le sens qu'on met dans le travail. Ouais, c'est une grande question. Hein. Je sens qu'il y a des mouvements aussi où les gens typiquement, depuis le Covid, il y a eu des arrêts prolongés, du télétravail. Ça a changé un peu la façon de voir les choses. Oui. Et il y a eu beaucoup de remises en question, je pense, à partir de là aussi, chez certaines personnes. Et... Alors, c'est pas forcément mauvais, justement. Hein. Si on peut se réaligner à ses valeurs, c'est toujours positif. Exactement. Je pense que cette période de Covid, finalement, pour certaines personnes, c'est ça. Ça a été le moment où, justement, on a pu relever la tête et de se dire, en fait, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, quoi. Ouais, c'est cette prise de conscience. Puis, justement, alors, je pense que c'était quand même un climat anxiogène, donc pas forcément... pour certains qui étaient très négatifs, puis pour d'autres qui a pu amener à plutôt des choses positives, je dirais. Ouais, tout à fait. Tout changement a toujours ces doubles penchants, on va dire. Oui. Positif et négatif. Clairement. Très bien, on a beaucoup parlé. Je ne sais pas si toi, tu veux rajouter encore quelque chose, si on fait peut-être un petit résumé pour commencer, regarder le sommeil, etc., faire attention à l'alimentation. Faire attention à l'alimentation. Et puis, je dirais encore un dernier aspect qui me tient à cœur, c'est que justement, les effets secondaires du stress peuvent générer des troubles digestifs. Ça peut être aussi un élément en fait, qui peut nous mettre la puce à l'oreille, se dire, en fait, je suis plus ballonnée, je digère moins bien. Justement, ça peut être des warnings qui peuvent mettre en évidence une perméabilité intestinale, une dysbiose, ou l'apparition justement d'une mauvaise flore intestinale influencée justement par le cortisol, influencée par une alimentation, je dirais, approximative, parce que aussi, il faut se donner le temps de cuisiner. L'alimentation, c'est quand même ça, c'est que
manger un truc à la va-vite, ça demande aussi pas mal d'organisation et d'anticipation. Et puis, puis dans la sélection des produits, comme on discutait tout à l'heure, d'avoir des petits producteurs, peut-être des produits moins transformés ou pas transformés c'est ça, c'est tellement plus simple. Nous-mêmes, C'est ça, finalement, d'aller à la COP et puis prendre un plat cuisiné, puis voilà, quoi, comme ça. Mais en même temps, voilà, c'est pas nous rendre service. Mais... Non, après, si c'est très occasionnel, ça va, mais c'est vrai que si ça commence à être tous les jours, il faut se poser les bonnes questions. Exactement. C'est quand même le carburant qu'on ingère. Je pense que c'est important de regarder ce qu'on ingère, typiquement. Oui. Parce que ça fait 80% du travail, je pense. Oui, exactement. Et puis, j'aime bien cette phrase d'Hippocrate qui disait « on est ce qu'on mange », et je pense que c'est vrai. Ouais, exactement. C'est sûr que c'est ça qui fait ça partout de l'assiette. Et c'est pour ça que tu me disais que tu travaillais d'abord sur l'assiette. S'il y a quelques rééquilibrages à faire, c'est ça. Pour moi, pas utiliser ponctuellement des compléments et après. Tout à fait. C'est pour ça que après voilà, ça dépend des situations. Les situations, ils sont beaucoup trop stressés. Je mets pas trop de pression avec l'alimentation, mais à un moment donné, ça viendra. Il faut aussi. Le changement doit venir de la personne. Elle doit avoir Exactement. Profondément envie de changer quelque chose. Exactement. Et ça se fera, je pense, naturellement après si elle est bien suivie. Mais... Ouais, exactement. On peut pas faire pour. Ça doit venir de la personne. Ouais. Je dirais que c'est un bon résumé. Voilà. Les points clés peut-être. Est-ce que toi, tu aurais des ressources, des bouquins qui t'ont beaucoup appris sur le sujet, que tu conseillerais aux gens, ou bien est-ce que pas forcément? Alors moi, c'est vrai que je regarde beaucoup sur PubMed. Je dirais voilà les études scientifiques. Et puis après, je me forme régulièrement. Donc mes ressources, en fait, elles sont surtout là. Pour le grand public, je pense que PubMed, il y a quand même aussi des études qui sont abordables. Oui. Donc, vous pouvez tout à fait regarder, même sur Internet, il y a quand même des ressources sur le sujet. Après, c'est vrai que voilà, moi, j'ai pas forcément de livres à recommander. Ou je dirais, dans le contexte de stress, du coup, on a compris que ce qui est important, c'est aussi justement l'impact sur la glycémie. Et donc, si on ingère beaucoup de glucose, qui ont justement des impacts sur l'insuline assez fortes, je recommanderais plutôt une alimentation à index de glycémie bas. Et puis, là, justement, il y a pas mal de livres. Vous pouvez trouver plein de documentation par rapport à ça. Ouais, donc une alimentation à faible indice glycémique. C'est ça, index glycémie bas, riche en antioxydants, un bon sommeil. Et puis, déjà, vous avez des outils. Juste arriver à prendre un peu de recul, de se dire qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que mon corps a besoin, où j'en suis, quelles sont mes valeurs. Ouais, tout à fait. Et si je dirais par rapport à quand même nos besoins, il y a un livre qui est intéressant, je dirais plutôt pour le côté psycho-social. C'est La communication non violente. Où justement, parler, de Rosenberg, où justement, je dirais que ça nous permet en fait de plonger justement dans nous et nos besoins et qui on est, et identifier les situations, comme je disais, sortir un peu l'émotionnel, analyser la situation. Et puis après, justement, modifier nos comportements, en fait, qui justement peuvent être à l'origine de stress endogène. Tout à fait, ouais. Donc voilà. Merci pour ce livre. Et puis maintenant, si je fais tout ça et puis que ça va toujours pas, où est-ce que je peux te trouver? Et comment toi tu travailles avec les gens, etc. Donc moi j'ai un cabinet à Podé, donc à côté de Lausanne. Et après, très souvent, comment se passe une consultation, c'est 1 heure d'anamnèse. Après, ça dépend des besoins, du parcours de vie. Et puis, après, c'est justement en fonction des ressources et des besoins qui sont mis en évidence. À ce moment-là, on se met d'accord pour
une prise en charge ou justement un suivi. Ça peut passer aussi par des analyses biologiques. Oui. Voilà, ça dépend aussi des ressources financières parce que C'est sûr que s'il faut faire une prise de sang ou C'est une ça. prise d'urine, une analyse c'est ça. en laboratoire, c'est toujours un truc en plus. Ouais, exactement. Donc voilà, on fait vraiment le point entre tout ça et puis justement on trouve un compromis qui puisse correspondre justement aux besoins des uns des autres. Ouais, c'est ça qui est bien hein, avec la façon de faire. Je pense que c'est très adapté à chaque profil. Chaque exactement. En fonction, c'est ça, c'est vraiment personnalisé au maximum. Après, il y a toujours des repères qui se retrouvent, des choses importantes, comme on disait, dans l'alimentation, l'index de glycémie bas, ça c'est quelque chose de... je vais parler quasiment à chaque fois. Mais après, voilà, ça dépend vraiment de chaque personne, où est-ce qu'elle en est, et puis de ses ressources, quoi. Puis où est-ce qu'elle veut aller aussi, je pense. Où est-ce qu'elle veut aller savoir, Et justement, dans la mise en place d'objectifs, éviter de se mettre des objectifs trop élevés. Ouais, trop utopiques en tout cas. C'est ça. Et puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que voilà, c'est un travail à long terme. Ouais, tout ne se fait pas du jour au lendemain, et souvent c'est des habitudes à changer, donc ça prend son temps. Exactement. Il faut changer pièce par pièce, on peut pas tout chambouler et puis espérer garder ça sur le long terme. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'être suivi quand même. Et aussi, même après plus loin, psychologiquement, par peut-être des spécialistes. Oui, en fonction de la situation, oui, clairement. Je pense que c'est vraiment se donner les moyens pour justement... là, on est vraiment dans la prévention. Ouais, tout à fait. Donc, c'est vraiment se donner les moyens pour éviter... après, on ne peut pas garantir à 100% qu'il n'y aura pas de maladie qui va se développer par après. Ça serait trop prétentieux. Ouais, bien sûr, mais on peut au moins se donner les moyens d'éviter. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Ok, super. Je mettrai ton lien en description, comme ça les gens qui veulent pourront te trouver. Et puis, merci beaucoup. C'était super intéressant. On a essayé au maximum de couvrir le sujet. Je pense qu'on pourrait en parler encore pendant 3 heures. Mais j'espère que ça a plu à tout le monde. Et puis, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à nous suivre et à commenter si vous avez d'autres questions aussi sur le sujet. Gaëlle sera sûrement à disposition pour répondre à quelques questions si jamais vous en avez. Et puis, merci encore. Avec plaisir. Et à très bientôt. À bientôt.